donc d'être là ce soir pour la conférence de Frédéric Errand. Je vous présente. Donc, Frédéric Errand est économiste, urbaniste, maître de conférence à l'université de Lille 1. De Lille. Car les trois universités ont fusionné, donc c'est plus Lille 1, c'est Lille. Bon. Vous êtes habilité à diriger des recherches, c'est ça? Vous êtes chercheur au CLERS, qui est le Centre lillois d'études et de recherche sociologique et économique du CNRS. Vous êtes régulièrement invité sur les médias nationaux et sollicité par les associations pro-développement vélo, donc pour les connaissances que vous avez dans les déplacements urbains, tenant en compte l'ensemble des modes, comprenant le vélo, la marche et les transports en commun. Et vous me disiez que la Villefranche, ça fait partie d'un périple, donc là vous êtes en périple aussi pour d'autres conférences. En 2014 est paru donc votre livre, Le retour de la bicyclette, qui reprend l'histoire des déplacements urbains en Europe du début du 19e siècle jusqu'à maintenant. Et vous envisagez une projection de ces modes de déplacement jusqu'à 2050. Vous nous proposez ce soir une réflexion sur le développement des mobilités douces dans les petites villes et vous interrogez les raisons des retards de ce développement. Voilà, donc je vous laisse faire la présentation et puis après on aura un temps de questions et d'échanges. Merci. Excuse-moi, je parle du chapeau. Oui, alors il y a un chapeau qui est ici, donc pour la conférence, si vous souhaitez participer et faire un don à l'association par rapport à l'organisation de cette conférence. Voilà, ce sera ici. Et puis, pour le dire clairement, je ne demande pas d'argent pour cette prestation aux associations en général, mais il y a des frais de déplacement qui doivent être pris en charge. Bon, je vous remercie de m'avoir invité. Je suis ravi de revoir des gens en chair et en os. Parce que, effectivement, il m'arrive d'être invité à faire des conférences. Et je n'en ai pas fait depuis bien longtemps à cause de la crise sanitaire. Sauf en visio, certaines interventions en visio, mais enfin, comme vous savez, c'est assez insupportable de ne pas voir vraiment les gens. Bon. Aujourd'hui, j'ai préparé quelques diapos, un exposé qui va durer pas trop longtemps, enfin je vais tout faire pour qu'il soit pas trop long. Si je vois qu'il devient trop long, je l'arrêterai pour vraiment qu'on discute, parce que de toute façon c'est insupportable d'entendre quelqu'un palabrer trop longtemps, sans pouvoir réagir. De toute façon, là, comme on est peu nombreux, pour une ville comme Villefranche, c'est beaucoup. Parce que dans une ville de cette taille, c'est normal que vous soyez le nombre que vous êtes là ce soir. Et en fait, proportionnellement à la population dans les grandes villes, il y a moins de monde, à vrai dire. C'est-à-dire qu'on mobilise plus facilement les gens dans les petites villes que dans les grandes. Bon, venons-en au sujet. On m'a demandé, en fait, pourquoi le développement des mobilités douces est en retard dans les petites villes. Et j'ai choisi de transformer un peu le thème en quelque chose d'un peu plus général, qui est l'avenir du vélo dans les villes moyennes, et évidemment en particulier à Villefranche. Je ne prétends pas du tout connaître cette ville, je viens de faire un petit tour dans la ville. J'étais déjà venu lors de vacances de passage, il m'est arrivé de m'arrêter à Villefranche, de loin en loin comme ça, mais je ne peux pas du tout prétendre connaître cette ville, bien sûr. Le Beaujolais, je vais visiter un petit peu aussi, parce que c'est quand même un endroit très chouette. Donc, est-ce que je parle assez fort? Ça va? Je peux parler plus fort, hein, parce que... Ok, alors je vais parler plus fort, parce que en tant qu'enseignant, enseignant-chercheur, j'ai l'habitude de parler fort,
si on me le demande, pas de problème, hein, puisque je préfère parler comme ça de vive voix plutôt qu'avec un micro. J'en reviens à votre demande. Je sais que vous êtes une jeune association. Je ne prétends pas connaître la ville et je vais peut-être dire des bêtises quand je vais tenter de temps en temps de dire il me semble que ce que je viens de dire peut être parfaitement illustré par Villefranche, par ce que j'ai vu à Villefranche. Si ce n'est pas le cas, si vous me dites ah non c'est plus compliqué, là vous dites n'importe quoi, n'hésitez pas. Hein. Je ne prétends pas avoir la science infuse, évidemment. Il se trouve que, ayant pu déjà voir pas mal de petites villes ou de villes moyennes en France, parce qu'actuellement on m'invite surtout dans ce genre de villes, ce qui montre bien que le front du vélo, si vous voulez, il est dans les villes moyennes aujourd'hui. Il est moins dans les grandes villes, où c'est déjà un peu plus acquis. Et on va voir pourquoi au cours de l'exposé. Bon, sans plus attendre, évidemment, ce que vous allez voir à l'écran, je vous le donnerai, vous pourrez mettre cela sur le site de l'association, la présentation que vous allez voir. Hein. Donc, vous pouvez prendre des photos, mais enfin, vous l'aurez sous forme de fichier PDF, il est déjà sous forme de fichier qui ne bougera pas, que vous pourrez lire très facilement chez vous, si vous en avez envie. Et peut-être qu'à certains moments, si le temps est trop court, je dirais, bon, là, allez, je saute tel ou tel diapo, vous regarderez ça tranquillement chez vous, si vous en avez envie. Alors, on va donc commencer par un peu d'histoire. Je vais aller vite, et ceux qui ont lu mon bouquin, je vais donc en faire un résumé très rapide. Et bien sûr, je pense que ce livre vaut le coup d'être lu. Il ne coûte que 10 €, puisque maintenant il est en poche. Ça, c'est formidable. Ça permet de le diffuser plus facilement. Et je l'ai conçu comme un roman. C'est une histoire, je raconte une histoire, avec des rebondissements, avec des trouvailles inattendues, enfin, voilà. Et c'est un travail de vulgarisation, mais très très sourcé. Il y a, je sais pas, je crois 300 sources au moins d'articles scientifiques ou de livres scientifiques que vous pouvez, si vous avez envie, vous voyez, de creuser un sujet, vous pouvez aller voir les références en fin de livre. Alors parlons d'un peu de l'histoire du vélo. Là vous avez une affiche qui montre que en fait, le vélo était extrêmement développé en France dans les années 30. Dans l'entre-deux-guerres, on était un pays absolument cycliste. Puis tout le monde l'a oublié. On avait, alors pas autant de cyclistes qu'aux Pays-Bas, certes, on pourrait voir pourquoi il y a tant de cyclistes aux Pays-Bas, mais disons, on avait autant de cyclistes qu'en Allemagne, par exemple. Aujourd'hui, il y a 4 fois moins de cyclistes urbains en France qu'en Allemagne. Donc on en avait autant que l'Allemagne dans les années 20-30, et on en a 4 fois moins aujourd'hui. Donc il faut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'ai découvert ces chiffres, je n'avais pas de réponse. Hein. La recherche, elle trouve, hein, parfois. Et puis, mais c'est vrai que quand on cherche, il y a aussi des tas de questions nouvelles qui apparaissent auxquelles je n'ai pas forcément la réponse non plus. Mais on a parfois des réponses, bien sûr. Alors, ça c'est au 19e siècle. Le vélo est apparu, pour faire simple, vers 1891. 1891, il est à peu près au point. Il a déjà la tête à peu près du vélo d'aujourd'hui. 1891, c'est l'invention du pneumatique. Ça a été la dernière grande invention qui a rendu le vélo vraiment pratique. Parce que si vous n'avez pas de pneus de chambre à air, les pavés, c'est horrible. Okay, donc déjà, même avec une chambre à air, c'est compliqué, les pavés, mais... donc je vous passe tout le détail, on va pas... Disons que quand il apparaît en 1891, la voiture, elle commence à être crédible en 1900 seulement. Donc il y a 10 ans pendant lesquels le vélo a été considéré comme l'avenir de l'humanité. La modernité incarnée. Et
en 1900, quel était le pays le plus cycliste au monde? Ceux qui ont lu le livre, vous vous en rappelez? Petit interro. Les États-Unis. Ah oui, donc pour nous, les États-Unis, ben, c'est le royaume de la voiture. Avant d'être le royaume de la voiture, il a été le royaume du vélo. Et pourquoi? Parce que c'était une innovation, c'est un pays jeune, donc il s'est jeté sur cette innovation quand elle a été mise au point. Et à Boston, à New York, à Denver, à Los Angeles même, il y avait plein de cyclistes. Bon, donc, on passe, je vais passer très vite l'historique, on va franchir 40 ans. 40 ans, on va se retrouver en 1935, dans l'entre-deux-guerres. Et voilà ce qui se passait dans l'entre-deux-guerres. Il y avait des sorties d'usines noires de cyclistes, et ça a duré, celle-là, elle ne date pas des années 30, cette photo, elle date du début des années 60. Ça a duré encore dans les villes ouvrières, jusque, on va dire, années 60 et même début des années 70. À la sortie de toutes les usines françaises, dès que les ouvriers habitaient un petit peu trop loin de l'usine pour s'y rendre à pied, eh ben, ils y allaient à vélo. Et j'ai comme ça, je collectionne, si vous voulez, les photos de sorties d'usine. Et j'ai même des témoignages. Pas les témoignages de gens qui ont 80 ans aujourd'hui, qui ont connu ça, des sorties comme ça. Alors pourquoi le vélo s'est considérablement développé en 40 ans? Parce que son coût a considérablement baissé. Pour faire très simple, un vélo en 1895 coûtait à peu près 7 000 €. À peu près, c'était de l'ordre de grandeur par rapport à aujourd'hui, ok? Alors on se dit, waouh, c'était très cher. Pourquoi? Parce que c'est un bien d'équipement complexe, contrairement à ce que vous croyez. Il y a plus de 1000 pièces, 1200 pièces dans un vélo au moins. Si on compte tous les rayons, tous les roulements à billes, etc. Il y a plus de 1200 pièces à ajuster. Il faut que ça fonctionne correctement. Donc c'est compliqué et il a fallu beaucoup de temps pour parvenir à fabriquer en masse le vélo. D'ailleurs, il y avait un bien d'équipement juste avant qui a fait fureur, c'est la machine à coudre. Et donc la plupart des constructeurs de vélos étaient d'anciens fabricants de machines à coudre. Par exemple, Singer a fabriqué énormément de vélos. On a tous une grand-mère qui avait une machine à coudre Singer. Ou peut-être une arrière-grand-mère. Il y a des gens âgés. Bon, donc vous voyez sur ce graphique, là, il y a deux courbes qui se croisent. C'est d'une part, j'ai une très mauvaise vue, c'est l'évolution du parc de bicyclettes en vert. Donc on voit que ça s'envole complètement, sauf qu'il y a évidemment un gros trou avec la guerre de 14-18. Et puis en orange, combien coûte un vélo? Donc il coûte 10 fois moins cher en 1935 par rapport à 1895, soit 700 €. Vous me direz, c'est encore cher par rapport à aujourd'hui. Oui, mais ça commençait à être à la portée de tous les ouvriers. Voilà. Donc, et pas seulement, d'ailleurs des paysans également, des ronds de cuir, des employés dans les services. En fait, tout le monde avait un vélo. Et tous les commerçants avaient ce genre de choses. De triporteurs. On faisait des livraisons en triporteur. Tous les commerçants avaient ça. Et il y avait même, on commençait à voir, vous voyez, ce genre d'aménagement cyclable, des surlargeurs cyclables. À Strasbourg, par exemple, j'ai pu constater, à Strasbourg, tous les axes allant vers le centre étaient dotés de surlargeurs cyclables pour pouvoir dépasser les cyclistes plus facilement. Une espèce d'ancêtre de la bande cyclable.
Et puis, bon, dans les années 50 à 75, on a connu, après donc cet apogée du vélo dans les années 30, on a connu un effondrement. Et le terme n'est pas trop fort. Les courbes parlent d'elles-mêmes. Voilà, j'ai quelques pays. Là, on a aux Pays-Bas, ici. Ça, c'est aux Pays-Bas. Quoi? Aux Pays-Bas? Donc vous pensez qu'ils ont toujours roulé à vélo, qu'ils sont nés sur un vélo, que pas du tout. Ils ont fait beaucoup de vélo, puis ils en ont fait beaucoup moins. 3 fois moins. Enfin, quand on regarde à peu près de cet ordre. 3 fois moins, à Amsterdam notamment. La courbe, vous regarderez le détail, la courbe bleue. Donc, effondrement du vélo partout en Europe. Mais on voit qu'aux Pays-Bas, 3 fois moins, mais... Ah, la France, où est-ce qu'elle est? Il a oublié la France. Il n'y a pas de chiffres. En France, on n'a pas de chiffres. Et c'est pour ça que je me suis intéressé aux autres pays. Parce que, comme on n'a pas de chiffres, on n'a jamais compté les cyclistes. Alors qu'en Grande-Bretagne, par exemple, ils l'ont fait méticuleusement depuis très longtemps. En fait, la courbe française, elle doit ressembler très fortement à celle de la Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, ce n'est pas une division par 3, c'est une division par 6. Ça doit être du même ordre en France. C'est-à-dire qu'en clair, on avait peut-être 25% de part modale en France, 25-30, on va dire, et on est descendu sur l'ensemble des modes de déplacement, tous les modes de déplacement compris la marche étant à 60-70%. Puis il reste un petit quelque chose pour la voiture et les transports publics. Enfin, le vélo était très développé. Bon, donc, on passe de 25% à 6 fois moins, 4%, quoi. En seulement 25 ans. Donc, ça a été l'hécatombe. Bon. Et on voit les mêmes choses à Berlin, hein, à Copenhague aussi. Division par 8 à Copenhague. Alors ça, c'est une statistique un peu particulière, c'est aux entrées de ville. Bon, parce que je ne peux pas détailler toute la façon dont ils comptent, mais donc ça accroît. Pourquoi? Parce qu'en même temps, ils ont développé les trains pour rentrer, le rabattement en train, quoi, dans la ville. Là, et le train était un concurrent très, très puissant du vélo. Bon, voilà. Alors, cette courbe là, attention, ça commence là à 600, le zéro est par là. C'est pour ça que. Mais je ne pouvais pas représenter. En fait, j'ai repris la courbe telle qu'elle était il faudrait que je modifie tout ça. Bon, alors à quoi c'est dû? Eh bien, il y a une spécificité française qui explique en grande partie le décalage dont j'ai parlé entre la France et l'Allemagne. C'est que nous avons développé énormément le 2 roues motorisé. Nous sommes le pays d'Europe qui a le plus développé l'usage du 2 roues motorisé dans les années 50-60. Entre 1954 et 1960, nous avons été le premier constructeur mondial de 2 roues motorisés. Et grâce à quoi? Grâce au Solex, à la mobilette et au Peugeot. Peugeot BB, et puis Peugeot 100, 101, 102, 103, etc. Ces 3 constructeurs, à eux seuls, représentaient 90% des cyclomoteurs, qui eux-mêmes représentaient 90% des 2 roues motorisées, donc la moto était complètement laminée, et ça a été donc la Bérésina pour le vélo, qui s'est retrouvée très vite déconsidérée. J'ai mis une image de vélo dans les années 60, le vélo devient complètement ringard. Il faut dire que les constructeurs avaient comme volonté délibérée, les constructeurs de 2 roues motorisées, de motoriser les cyclistes. Donc, par exemple, le slogan pour le Solex, c'était le vélo, la bicyclette qui roule toute seule. Voilà. Le Solex, c'était la bicyclette qui roule toute seule. Okay, et pour la MOP, c'était un vélo avec un bon petit vent arrière permanent. Et donc, dans les slogans publicitaires,
misait complètement le cycliste. Et dans les années 60 apparaît la quadricromie, la publicité en couleur, qui va inonder en particulier la presse jeune, qui explose à ce moment-là. Salut les copains, je sais pas quoi, enfin, vous savez, les plus âgés la connaissent. Et là, vous voyez notre héros national, Johnny, c'est Johnny. Et donc là, l'idole des jeunes, si vous voulez, pour être moderne, eh ben, il roulait en 2 roues motorisées. Et en fait, il roule, bon, comme il est d'origine belge, il roulait avec un 2 roues prêté par un constructeur belge. C'était là une Paloma Superstrada. C'était le nom de ce 2 roues motorisé belge. Et là, vous avez un truc horrible. Je n'ai pas mis ce que c'est, mais c'est volontaire. En fait, c'est la mortalité en 2 roues motorisées. Et alors, c'est absolument terrible, parce qu'en orange, vous avez les cyclomoteurs. En vert, les vélomoteurs qui roulent plus vite. Et en bleu, là, en violet, la moto. Et en fait, on se rend compte que les gens, qu'il y a eu une mortalité absolument terrible en 2 roues motorisées dans les années 50, 60 et même 70. Et en fait, encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, de 20 à 25% des morts sur la route, ce sont des 2 roues motorisées, aujourd'hui. Et à l'époque, on a eu, en 1960, on a même eu plus de morts en 2 roues motorisées qu'en voiture. La seule année, hein, mais, parce qu'il n'y avait encore pas tellement de voitures. Mais quand vous regardez... Ah oui, là, c'est effacé. Pourquoi c'est pas paru? Petit problème. Vous voyez, malheureusement, les chiffres sont un peu effacés. Je vous ferai un autre... Je vais réparer ça, je vous offrirai un truc où ce sera visible. Et donc là, on ne voit pas bien, malheureusement. Mais ici, on atteint, en fait, il est écrit 2500. Donc, pendant 10 ans, entre 65 et 75, il y avait 2500 morts par an uniquement en cyclomoteur. Et moi, j'ai connu ça. Donc, quand j'étais gamin, dans le patelin où j'habitais, il y avait un mort par an, dans le patelin ou les patelins voisins, des gens qui étaient dans notre classe, quoi. Enfin, des gens... On apprenait qu'à l'école au collège, on dit aujourd'hui au collège, il y avait, quelqu'un était mort. C'était la fatalité, le progrès, c'est tout. Donc, je résume, ce succès extraordinaire du 2 roues motorisé a tué le vélo, mais a aussi tué énormément de jeunes, surtout des jeunes, dans l'indifférence générale. Ça s'appelle un scandale de santé publique, vous avez compris. Ça veut dire qu'en France, parce que les autorités n'ont pas fait leur boulot, et parce qu'elles étaient soumises au lobby des 2 roues motorisés, nous avons connu en France, par rapport à l'Allemagne, plusieurs dizaines de milliers de morts supplémentaires sur les routes, de jeunes surtout, en 2 roues motorisés. J'en ai pas dormi de la nuit quand j'ai découvert ça. Ça, c'est un résultat de recherche, et qui est glaçant, et qui explique une bonne partie du fait que le vélo a disparu en France, parce qu'on a laissé le champ libre aux 2 roues motorisées. Et encore aujourd'hui, c'est un lobby surpuissant à qui, vous avez bien vu, Macron a encore cédé sur le contrôle technique. Vous avez vu ça? Contrôle technique, ça fait depuis 2014 qu'on doit le mettre en place. C'est l'Europe qui oblige à le mettre en place. On n'arrête pas de retarder. Les élections présidentielles approchent. Macron a dit, on ne va pas embêter les 2 roues motorisées avec ça. Et voilà. Et donc on va finir par se faire sanctionner. On paiera une sanction, mais les 2 roues motorisées continueront. Alors il y a peut-être des usagers de 2 roues motorisées ici qui sont peut-être contre le contrôle technique. En général, il y en a au moins 1 ou 2. Bon, je disais
dis ce que je pense, et puis vous pouvez ne pas être d'accord. Hein. Bref, voilà, ça c'est la raison principale, je pense. Après, je pourrais détailler, mais c'est sordide. Hein. Le lobby du deux roues motorisé a libéralisé le marché en pleine guerre de 39-45, en juillet 43. Ce lobby obtient un décret ultralibéral, libéralisant donc le marché du deux roues motorisé. Les gens se battent sur tous les fronts, etc. Mais le lobby, lui, il pense à son avenir, il pense à ses intérêts, et il fait passer une loi qui va tuer le vélo en pleine guerre. Alors, bon, je passe. Donc ça, c'est plus connu. D'habitude, on dit « Oh, le vélo, il a disparu à cause de la voiture. » Voilà ce qu'on dit d'habitude. C'est pas faux. Mais c'est plus compliqué. Et en fait, ça s'explique au moins autant pour parler de roues motorisées. La voiture, ce qu'elle a eu comme effet, c'est de rendre les routes dangereuses. Ça, oui. Et avec la montée du trafic, qui a été énorme. Il faut savoir que dans les années 50 à 75, le trafic auto augmente de 10% par an. Ça a l'air de rien, 10% par an, mais ça veut dire un trafic multiplié par 3 en 25 ans. Et ça, ce que ça veut dire, 10% par an. Bon, donc, les routes sont peu à peu, les villes sont inondées de voitures, et le vélo, évidemment, il se retrouve complètement coincé. Et puis, je passe, hein, je vais raconter beaucoup d'autres choses, mais je passe, disons, au mouvement de révolte contre l'envahissement automobile, qui a émergé fin des années 60 et surtout au début des années 70. Là, je vous montre quelques manifs diverses, dont 3 sur 4 se passent aux Pays-Bas. En fait, c'est aux Pays-Bas que ça a le plus résisté. Pourquoi ? Pour une raison extrêmement simple, les Pays-Bas, c'est le pays le plus urbanisé d'Europe, avec l'Italie du Nord, où là aussi, justement, il y a eu beaucoup d'encadrement du trafic auto, on y reviendra. Enfin, restons-en aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, comme les villes sont... En fait, ça fait depuis 1650 qu'il y a plus de la moitié de la population aux Pays-Bas qui vit dans les villes. 1650, ok ? En France, quand la population urbaine est devenue majoritaire, seulement en 1930. Donc 280 ans plus tard. Vous voyez, on est un pays urbanisé de fraîche date. Les Pays-Bas, c'était beaucoup plus tôt. Donc quand on a des villes, depuis très longtemps, très urbaines, et que la voiture arrive là-dedans comme dans un jeu de quilles, comme ça, et qu'elle tue, parce qu'elle a tué beaucoup d'enfants. Les enfants jouaient dans la rue, aux Pays-Bas. Comme en France aussi. Bon, on a oublié qu'en France, les enfants jouaient dans la rue. Mais enfin bref, aux Pays-Bas, dans les années 60, les enfants jouent encore dans la rue et se font écrabouiller par les voitures. Et donc la population se révolte. Et là, vous voyez, là, il y a une manif d'une association qui s'appelle Stop the Kindermord. Mon hollandais n'est pas terrible, c'est à peu près les seuls mots que je connais. Mais ça veut dire halte au meurtre des enfants. Est-ce que vous voulez appartenir à l'association halte au meurtre des enfants? Vous voyez, là, c'est comme si vous aviez créé une association halte au meurtre des cyclistes. Vous voyez, c'est incroyable d'oser appeler une association comme ça. En fait, comment elle est née? C'est un journaliste de renom alors je ne sais plus si c'est, dont le petit enfant a été tué par une voiture à l'âge de, je ne sais plus, 5-6 ans, et qui, donc complètement bouleversé, comme ça, a écrit un article de rage, comme ça, avec ce titre. L'article avait ce titre, en 1971.
Et il a soulevé comme ça l'indignation dans le pays. Il a ensuite, avec d'autres personnes, créé cette association qui a manifesté comme ça dans tout le pays. Là, je vous raconte un épisode parmi mes 10, 15, 20. En fait, je ne sais pas en faire le tour parce que tellement c'est complexe à raconter. Donc, les Pays-Bas se sont battus. Là, c'est une manif en 1976, première manif de cyclistes à Amsterdam. Ils sont 9000 dans la rue quand même. Alors même que le vélo est en chute libre, hein, vous l'avez vu avant. Hein, le vélo complètement en chute libre à Amsterdam. Les rues sont totalement envahies de voitures. Là, je ne vous l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais j'ai une photo là de... Il y a un petit film, si vous rentrez, 1972, De Pipe, D-E, plus loin, P-I-J-P, De Pipe, c'est-à-dire la pipe. De Pipe, c'est le nom d'un quartier populaire d'Amsterdam. Aujourd'hui un peu gentrifié, mais bon, un peu plus bourgeois. Mais 1972, De Pipe, vous avez une vidéo extraordinaire de gens d'Amstello-Damois, je crois qu'on dit comme ça, des habitants d'Amsterdam, qui se battent, de ce quartier, qui se battent contre l'envahissement des voitures. Vous savez comment ils font? Ils mettent des barrières au milieu de la rue. On ne passe plus. Vous voyez faire ça? Hein? Bon, donc, ils mettent des barrières au milieu de la rue, on ne passe plus. Avec les enfants en première ligne, etc. Enfin, bon, etc. Bon, je ne peux pas tout raconter, hein, mais ça c'est en 1966, c'est les provos. Les provos, comme son nom l'indique, c'est des provocateurs, des anarchistes, on peut dire, qui luttaient contre la société de consommation en plein essor, et notamment contre, à un moment, un samedi après-midi, là, ils faisaient une action par semaine qui était toujours symbolique et tout ça. Ils ont mis en libre service une vingtaine de vélos dans Amsterdam, des vélos blancs. C'est eux qui ont inventé les vélos en libre service. Gratuit, complètement gratuit. Et voilà. En disant, il faut interdire la voiture dans tout Amsterdam, ou le centre d'Amsterdam, et mettre que des vélos blancs en libre service. C'est pas beau, là, comme idée, non? Vous voyez, donc, ça, là, on est en France. C'est... Bon, c'est un agitateur, philosophe de rue, on va dire, qui était toujours à vélo et qui était très connu dans le quartier latin à Paris. Et bon, c'est dans le bouquin, ça y est, ce nom ne revient plus, ça va. Bref, il a fait partie des premières manifs. La première manif à vélo en France, c'est 1972, Brice Lalonde, qui l'organise avec les Amis de la Terre à Paris en avril. Et donc en France aussi, il y a eu comme ça quelques mouvements de résistance, etc. Je passe. Face à l'envahissement automobile, il y a eu tout un mouvement très puissant de modération de la circulation automobile. Mais alors, et le vélo là-dedans, pourquoi il nous raconte ça? Eh bien, c'est cette modération du trafic qui a relancé le vélo dans toute l'Europe. Et en France aussi, on va le voir, mais plus tardivement. Ça a commencé aux Pays-Bas, dès 1969, également en Italie, dès 1969. Là, vous avez Stuttgart, en Allemagne, ce sont musées à mettre Vous pourriez faire ça, là, sur une place de Villefranche, vous recouvrez les voitures de carrés de gazon. C'est marrant, hein? Disons, on pourrait faire autre chose de cette place qu'un parking. Ouais, c'est plein d'idées, quoi. Et puis, en France, donc, on s'y est mis bien plus tard, mais on s'y est mis, donc, avec un décalage. Alors, donc, on va regarder vite fait ces courbes. Donc, vous avez compris, en fait, il y a eu deux types de réactions face à l'envahissement automobile, à la chute du vélo,
Il y a des pays où la pratique a redémarré parce qu'on a modéré le trafic auto et que, aux surprises, celui qui en a profité le plus, toujours et partout, ben, c'est le vélo. Quand vous réduisez la place de la voiture, le mode qui en profite le plus, c'est toujours le vélo. Pourquoi? Parce que c'est le plus directement confronté au trafic auto. Donc quand vous modérez le trafic, alors, je vous rappelle, modérer le trafic, ça veut dire réduire à la fois le volume et la vitesse des véhicules. Quand vous réduisez le nombre de voitures et leur vitesse, vous voyez plein de gens ressortir leur vélo. Et c'est toujours comme ça, partout dans le monde. C'est une loi de la physique. Hein. Bon, donc, dans les pays où on a calmé le trafic, notamment en Allemagne, quand on a calmé le trafic, c'était pas pour relancer le vélo au départ. Mais celui qui en a profité le plus, c'est le vélo. Puis on s'est dit, ah, tiens, intéressant. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, on va lui faire des aménagements cyclables à ce vélo qui redémarre. Donc voilà, ça repart. Mais il y a d'autres pays où, en fait, c'est reparti. Vous voyez, il y a des rangs. Là, la Grande-Bretagne, c'est très vraisemblablement comme chez nous. Nous, malheureusement, on n'a que des statistiques par ville. On n'a pas un truc global comme en Grande-Bretagne. Mais en Grande-Bretagne, on voit très bien que dans les années, après la crise de l'énergie, la pratique redémarre, enfin, avec des petits problèmes. Et puis ensuite, ben, la Grande-Bretagne, elle s'est quand même tapée Thatcher entre 79 et 90, hein, pendant 11 ans et demi. Ils ont eu Margaret Thatcher qui a dit « Je veux a great car economy », c'est-à-dire ça veut dire une économie fondée sur la voiture. Voilà, donc, tout ce qui était vélo, ouais, bon. Donc, évidemment, le résultat, c'est que ce retour du vélo a très vite capoté jusqu'à, donc si on continue la courbe, ça redémarre, donc bien plus tardivement. Et en France, c'est la même chose, mais pour d'autres raisons. Nous, on n'a pas eu Thatcher, mais on a eu, attention, je vais parler maintenant des transports publics. On avait des transports publics complètement à l'abandon pendant les années 50-60, on n'avait pratiquement pas investi. Et au début des années 70, enfin, même avant, on commence à se dire qu'il faut faire quelque chose pour les transports publics. Donc on les redémarre, et en fait, toute la société française s'est retrouvée arc-boutée autour de cette idée. Relancer le tramway, le métro dans les grandes villes. Vous voyez, à Lyon, c'est comme ça qu'on a lancé le métro dans les années 70. Le tramway dans Nantes, puis à Grenoble, puis à Strasbourg, etc. Donc, comme on s'occupait des transports publics, le vélo, on n'a pas réussi à s'occuper de deux modes en même temps. Surtout qu'on voyait très clairement, et encore aujourd'hui, il y a pas mal c'est encore assez le cas, les défenseurs des transports publics voyaient dans le vélo un concurrent. Voilà, donc moi j'ai très souvent entendu ça. Dans les années 80, 90, les défenseurs des transports publics ils sont plus prudents aujourd'hui, ils ne le diraient plus aussi directement, mais enfin à l'époque ils disaient directement moins il y a de vélos, mieux c'est. Et alors maintenant, ça revient. Donc là, je pourrais mettre plein de courbes. Donc ça revient dans le monde entier. Récemment, dans les 20 dernières années, on a du retour du vélo partout, mais attention, dans les grandes villes. On va arriver aux villes moyennes. Dans les grandes villes. Et c'est planétaire, propre à tout le monde occidental. Pardon, ça c'est aux États-Unis. C'est peu connu, mais le vélo, il est en plein boom aux États-Unis. Il augmente même plus vite que chez nous. Il faut dire qu'il part de tellement bas que... Mais enfin, ça commence à se voir. Maintenant, on commence à vraiment avoir des cyclistes à New York. Ou à Washington. Ou à Chicago. Quoi, Chicago? Bon, bref, dans notre ville. En France aussi,
voyez, par exemple, oui, sauf que Bruxelles, c'est pas en France, mais Genève non plus. Je reviens à Paris. Voilà, pardon. Alors, donc, ça revient dans toutes les villes françaises. Les grandes villes. Sauf que, donc, attention, là, je vais passer un peu plus de temps sur cette diapo, elle est fondamentale. Attention. Sauf que ça se fait avec des décalages temporels. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le mouvement de retour du vélo, il a commencé aux Pays-Bas. Donc, vous avez compris, les Pays-Bas n'ont pas toujours été cyclistes. Énormément d'essais, mais ils ont redémarré. Donc, ça a commencé, le redémarrage a commencé aux Pays-Bas. Puis en Allemagne, puis en France. Pour faire très très simple. Ça a commencé dans le centre, dans les centres des grandes villes, puis en proche périphérie, puis en grande périphérie. Il se trouve qu'il y a une thèse qui vient d'être soutenue, j'étais dans le jury la semaine dernière, vendredi dernier, et le thésard en question, Clément Dusson, a démontré par A plus B ce qu'on va voir là après, et ce qui est écrit là en une ligne, que ça commence dans le centre, puis en proche périphérie, puis en grande périphérie. Il a démontré pour l'Île-de-France, il a essayé de regarder si dans le monde entier c'était pareil, et bien c'est pareil. Donc l'hypothèse, c'était une sorte d'hypothèse que je faisais, moi je n'ai pas pu vérifier autant que lui, je n'ai pas eu le temps de faire... ça s'avère complètement vrai. Et, ça commence à vous intéresser, ça commence dans les grandes villes, puis les villes moyennes, et enfin les petites villes. Chez les classes aisées, puis les classes moyennes, puis les classes populaires. Alors, pourquoi par exemple classe aisée, classe... Parce que aujourd'hui, les valeurs liées au vélo, c'est la santé, d'abord. Se bouger, vous savez que c'est très important pour votre santé de vous bouger tous les jours. Si on se bouge tous les jours, faire très simple, on vit 3 ans de plus, quoi, en gros. Par rapport à quelqu'un de sédentaire. Ça vaut le coup. Qui veut vivre 3 ans de plus ici? Donc si vous êtes un peu conscient de ça, même si vous n'avez pas les données précises, si vous êtes un peu conscient que pour votre santé, il vaut mieux se bouger, vous faites du vélo de temps en temps, quoi. Ou vous marchez, ou vous bougez. Bien. Donc c'est plutôt dans les milieux éduqués qu'on a cette préoccupation, et puis ensuite ça se diffuse au reste de la population. Ce sont aussi les téméraires, parce que c'est pas toujours facile de faire du vélo, qui se mettent à faire du vélo, puis ensuite les aventureux et les prudents. Et là-dedans, on a le genre. Donc plutôt les hommes d'abord, et ensuite les femmes. Et mon thésard, là, il a parfaitement montré ça également. Ce sont d'abord les hommes qui se remettent au vélo, et ensuite les femmes suivent avec un certain décalage. Pour un tas de raisons qu'on peut expliquer, parce qu'elles sont plus prudentes, parce qu'elles s'occupent, hélas, ou pas, enfin, c'est à vous de voir, elles s'occupent plus des enfants, elles sont chargées un peu plus des enfants, et donc elles veulent rester en vie, peut-être plus que les hommes, j'en sais rien. Enfin, des tas de considérations comme ça, il les liste, il y a au moins 10 considérations qui expliquent pourquoi plus les hommes d'abord que les femmes. On commence par un vélo standard, puis on découvre qu'il y a des vélos plus adaptés, qu'on peut mettre un porte-bagages costaud, par exemple, pour porter des choses importantes, ou qu'on peut acheter un siège pour enfants, par exemple, etc. Et puis après, on prend carrément des vélos innovants. Et au lieu de mettre juste un siège pour enfants, on achète un vélo familial. Vous verrez une photo après. Donc vous voyez, là encore, décalage. Motif, on commence par faire du vélo à la campagne, le dimanche, enfin, tranquille, puis on s'essaye au vélo taf, comme on dit, et puis on finit par utiliser le vélo pour tous les motifs. On l'utilise au beau jour, puis peu à peu, à d'autres saisons, sauf l'hiver, et finalement, tout le temps. Et on voit au Danemark, il neige, ou en Suède, ou Norvège. En Norvège, il y a un petit reportage extraordinaire. On voit des enfants
d'écoles primaires se rendent massivement à l'école à vélo sous la neige. On se dit, mais ils sont fous, quoi, ces Norvégiens. Et alors, on ne fond pas sous la neige, je vous assure. Bon, donc, vous voyez, en fait, cette notion de décalage, elle est fondamentale. C'est vraiment un concept qui rend compte de beaucoup de choses. Vous avez compris, vous êtes là-dedans. Grande ville, ville moyenne, petite ville. C'est normal que ça commence à Lyon, que ça se poursuive à Mâcon, et que ça vous arrive finalement chez vous. Alors, évidemment, comme tous ces décalages s'entremêlent, ça devient très complexe. Et vous voyez, à Mâcon, j'avais déjà fait une liste de ça. Peut-être que sur le site de l'association de Mâcon, il y a déjà une partie, parce que j'ai repris évidemment ce que j'ai fait pour Mâcon, puis je l'ai adapté. Mais je crois qu'il y avait 5 lignes pour Mâcon, mais là, maintenant, il y en a 8. Quoi. Parce que je trouve encore, grâce à ce thésard, de nouveaux décalages. Bon, alors, voilà comment on peut représenter. Là,